Bon, déjà, vous vous demandez peut-être ce que vient faire une vidéo sur Tolkien sur ma chaîne. Eh bien, il se trouve que l'auteur du Seigneur des Anneaux avait une affection particulière pour tout ce qui touchait aux légendes arthuriennes, mais également pour les pays celtes et puis pour la littérature bretonne. Il a écrit 2 poèmes, The Lay of Ultru and Itron et The Corrigan, 2 laits inspirés des laits bretons, mais aussi de la Dwers Ultru Nan Agur Gorrigan, publié dans le recueil à qui nous les Bretons nous devons beaucoup, le Barzaz Brace. Dans cette vidéo, nous allons d'abord poser les bases en voyant déjà ensemble ce qu'est un lait breton, puis nous parlerons ensuite plus en détail des affinités de Tolkien avec la Bretagne, mais aussi de la fameuse Dwers du Barzaz Brace, directe inspiration des laits de Tolkien, dont évidemment nous parcourrons également l'histoire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un lait? Un lait breton en littérature. C'est un poème constitué de vers courts, généralement de 8 syllabes, à rimes plates. Ce sont des rimes qui se suivent par ligne de 2 pour ceux pour qui l'école est désormais loin. On dit que ce type de poésie est apparu au XIIe siècle, au Moyen-Âge. On désigne également un autre type de lait, ce sont les laits lyriques. Ces laits étaient des chansons ou du moins des récits chantés ou encore des mélodies. On dit même que le mot lait viendrait du mot gallois qui veut dire son, mélodie, et du mot gaélique qui veut dire hymne. Dans ces laits, le cycle arthurien y a une grande place, mais également tout ce qui a trait au chevaleresque, à l'amour courtois et à la tradition celtique. Aujourd'hui, on s'attardera plutôt sur les laits narratifs auxquels peuvent s'apparenter ceux de Tolkien, mais avant, on va un tout petit peu se pencher sur ceux de la Rouennaise des Rouennaises en la matière, Marie de France. Elle était poétesse en langue anglo-normande, une langue d'Oïl parlée en Angleterre. C'est une variante de l'ancien français. Elle est l'autrice du manuscrit Harley 978, constitué de 12 laits, dont l'Enval, qui raconte l'histoire d'un des chevaliers de la Table Ronde, qui se sentait invisible aux yeux de son roi, qui n'est autre que le fameux roi Arthur. Et il prend comme maîtresse une fée venue de l'île d'Avalon, et repousse les avances de la reine Guenièvre, femme du roi Arthur. Maintenant, parlons un peu de celui qui nous intéresse dans cette vidéo, John Ronald Reuel Tolkien. Si on revient un petit peu sur son enfance, on s'aperçoit, selon ses dires, que les années de sa vie où il avait été le plus heureux, le plus insouciant, étaient lorsqu'il avait vécu dans la campagne anglaise aux alentours de ses 4 ans. Il aime beaucoup s'y promener et chérit ses paysages et ses grandes étendues d'herbe. On retrouvera aussi d'ailleurs l'inspiration qu'a pu lui donner cette campagne par la suite dans les grandes descriptions de la nature dans ses œuvres. Et puis, si on pousse un peu plus loin, vous ne trouvez pas que la campagne anglaise, elle ressemble quand même vachement aussi beaucoup à la campagne d'un autre pays? Elle a en effet une similarité quand même grande avec la campagne bretonne. Alors, concernant notre côté de l'Atlantique, dès son plus jeune âge, Tolkien n'apprécie pas vraiment les sonorités du français, que sa mère pourtant lui enseigne, et par la suite, lors d'une visite en France à Paris, il dira qu'il n'affectionne pas vraiment ce pays. Un point commun avec les Bretons, hein. Mais par contre, comme il connaît les légendes du roi Arthur depuis qu'il est tout petit, il adore la Bretagne et tout ce qui touche aux cultures celtiques. Bon, le seul hic, c'est qu'il ne visitera la Bretagne qu'une fois, lors d'un séjour à Dinard, à peu près à cette même période où il avait été à Paris. Et il disait avoir été attristé de n'avoir vu que des touristes. Il n'avait pas vraiment retrouvé la Bretagne de ses contes. Bah oui, il fallait pousser un peu plus à l'ouest. Quand la Première Guerre mondiale éclate, et avant d'être mobilisé pour se rendre au front, il était en vacances en Cornouailles anglaise. Et on dit que ce voyage le marquera à jamais. Cela le secoua de fouler les terres du roi Arthur, de voir la mer déchaînée, et on peut penser que ce petit triple influencera plus tard dans l'écriture de ces histoires médiévales inspirées du Moyen-Âge. Et puis vous le savez certainement déjà, mais Tolkien était avant tout un linguiste. Il était passionné par les langues, il parlait notamment le français et le gallois. Mais il était surtout professeur de vieil anglais à Oxford. Et dans sa bibliothèque se trouvait un exemplaire des laits de Marie de France, qu'il pouvait lire aisément puisqu'ils étaient écrits en anglo-normand. On dit que Tolkien possédait également les 2 volumes de l'édition de 1846 du Barzaz Brace, publiés en breton et en français par Théodore Herzart de la Ville Marquée. Cette édition est aujourd'hui visible à l'English Faculty Library d'Oxford, car depuis 1992, la bibliothèque de la faculté d'Oxford en Angleterre expose une sélection de livres de la collection de Tolkien. Le Barzaz Brace était aussi présenté. Il était ouvert sur l'inscription de Tolkien datant de son achat en 1922. Sur la page de Ultru Nan Agur Gorrigan, où était disposée une étiquette faite par le conservateur de l'exposition
qui indiquait qu'il s'agissait d'un ancêtre de The Lay of Ultru and Itrun. Et on va voir ensemble à quel point la Jers collectée par la famille de Delaville-Marquet auprès de la paysanne de Nison, appelée Fanchméland, a été une très grosse inspiration pour Tolkien. Tout d'abord, petit résumé rapide de cette Jers, Eutrunan Agergorigand. Dans une forêt, un jeune seigneur marié et papa de jumeaux depuis peu rencontre une Corrigan, une fée, près d'une fontaine. Elle lui fait des avances, lui refuse car il est marié depuis peu et qu'il préfère mourir plutôt que de s'unir avec une Corrigan. Et disons que la fée ne prend pas vraiment très bien les choses. En même temps, ça fait jamais plaisir de se prendre un râteau. Si bien qu'elle lui impose un choix. Mourir dans les 3 jours ou bien sécher sur pied pendant 7 ans. Voyant l'intérêt de sa femme et pensant au fait qu'elle pourra se remarier s'il mourait rapidement, il choisit de mourir sous 3 jours, mais sans l'en informer. Par contre, tout le monde dans la demeure était au courant, sauf elle. Le seigneur demande à sa mère de faire son lit de mort et lui apprend qu'une Corrigan lui a jeté un sort. Et sa dame, logiquement, commence à poser des questions aux personnes vivant sous leur toit et à cuisiner un peu sa belle-mère. Pourquoi les cloches sonnent-elles? Pourquoi les prêtres chantent-ils en bas? Et puis vinrent les 2 questions fatidiques. Quelle couleur porte-t-on maintenant pour aller à l'église? Sa belle-mère lui répond le noir. Puis, qui de notre famille est mort cette nuit? La femme lui répond, c'est votre pauvre mari. Ce qui la fit mourir, elle aussi sur le coup, et on enterrera les 2 amoureux ensemble dans la même tombe. Et on raconte que l'on vit 2 chênes grimper vers le ciel de leur tombe, et que sur leurs branches sautillaient 2 colombes. Maintenant, nous allons nous attarder sur les poèmes de Tolkien qui forment vraiment, selon moi, un triangle avec la Jers collectée par Delaville-Marquet, tellement ces 3 récits sont quelque part complémentaires. Le lait d'Eutru et d'Itrun a été écrit par Tolkien en 1930, pendant une période courte mais intense où l'écrivain était très inspiré par les mythes et par les légendes celtiques et bretonnes. Cependant, le lait ne fut publié pour la première fois qu'en 1945 dans la revue The Welsh Review. Et puis après, plus rien pendant près de 70 ans. On n'en entend plus du tout parler, jusqu'à ce qu'en fait, Christopher Tolkien, le fils, décide de republier The Lay of Ultru and Itrun, ainsi que les 2 versions de The Corrigan en 2016. Décidément, cette vidéo sera l'occasion de montrer que mes années de licence d'anglais n'ont vraiment servi à rien. On peut dire que Tolkien a plutôt fait bien attention de respecter rigoureusement la façon dont était construit un lait, car les vers sont tous octosyllabiques et rimés, mais le lait porte également le titre des personnages principaux du récit, ce qui est un de ses caractéristiques. Et au niveau de l'histoire, on retrouve bien sûr moult similitudes avec la Jers Eutrunan, publiée dans le Barzaz Brace, mais aussi avec les autres poèmes de Tolkien, Ergoregan. The Lay of Ultru and Itrun se passe en Bretagne, dans les terres britanniques au-delà des mers. Bon, a priori, c'est bien chez nous, où vit un seigneur et sa dame. Le couple était heureux. L'auteur précise également que la dame lui apportait de l'amour, de la table au lit. Seule ombre au tableau, il n'y avait pas d'enfant pour égayer les cours du supposé château. Le seigneur souffrait de ne pas avoir d'héritier. Il savait qu'une sorcière habitait une grotte. Elle savait préparer des potions et il prit donc la décision de se rendre au cœur de la campagne bretonne pour rencontrer cette Corrigan et qu'elle lui concocte un petit filtre de fertilité. En contrepartie, la sorcière n'accepta ni or ni remerciement. Mais elle lui promet qu'il se reverrait. Lors d'une fête, le seigneur mit à son insu quelques gouttes de la potion dans la coupe de vin de sa femme et en but aussi. Celle-ci accouche de jumeaux, d'un garçon et d'une fille. Elle souhaite manger de la viande et demande à son époux d'aller chasser une biche en forêt de Brocéliande. Et devinez sur qui tombe notre bon roi près d'une fontaine? Sur la Corrigan, bien sûr. Et que réclame la fée maléfique? L'amour de Neutru. Il refuse de trahir son Itrun et implore son dieu. Et la Corrigan le somme de mourir sous 3 jours. En rentrant chez eux, il commence à ne pas se sentir bien du tout, notre roi. Il comprend alors qu'il va vraiment bientôt mourir et ordonne que l'on cache sa mort à sa femme. Ne le voyant pas revenir, celle-ci commence à s'inquiéter et à interroger les personnes sous son toit, jusqu'à demander quelle couleur il est d'usage de porter à l'église désormais. Et on lui répond évidemment le noir. Celle-ci meurt de chagrin et fut enterrée aux côtés de son mari.
et ils ne virent ni l'un ni l'autre grandir leurs 2 enfants. Ce n'est pas un scoop, mais si vous suivez toujours, vous vous êtes certainement déjà aperçu les similitudes et les points communs entre un Neutru-Nan et le lait de Neutru-Agonitron. Maintenant, passons aux 2 derniers poèmes, se nommer The Corrigan. Je précise que sur l'original du poème The Corrigan, il était annoté de la main de Tolkien Suggested by Her Bugel Laeriet, A Lay of Cornwall, en français, l'enfant supposé, tiré une nouvelle fois du Barzaz Brace. The Corrigan Unan Adev sont plus courts que le lait de Trou. The Corrigan fait la première version 76 vers, l'autre 102, contre 508 pour le lait of True Anitron. Au niveau de l'histoire de The Corrigan numéro 1, un seigneur, jeune père de jumeaux d'une fille et d'un garçon aussi blanc que la neige, un intronidos ganeder, de vugel tchekar agener, en azopot, un alzomer. Et il poursuit une biche blanche qu'il conduit à la fontaine de la Corrigan. On se refait pas quand on est une Corrigan, la fée tente de le séduire et elle le menace s'il ne l'épouse pas. Il refuse et elle lui jette un sort. Et comme elle le prédit, il meurt sous 3 jours également. Sa femme, elle, succombe à cause de la peine d'avoir perdu son mari. Et ils sont enterrés ensemble. L'histoire de The Corrigan version 2 est la même, mais elle contient 3 scènes en plus où l'aspect psychologique l'emporte sur le surnaturel. Car Tolkien nous décrit les rêves de Neutru endormi. L'aspect de la Corrigan est lui aussi différent. On nous la présente plus comme une fée repoussante que comme une créature séduisante. Ces différences donnent à la 2e version de The Corrigan un aspect beaucoup plus sombre au poème et on explore aussi cette fois le côté obscur de la magie. Nous avons donc vu que les mêmes thèmes récurrents revenaient sans cesse, que ce soit dans la Duers publiée dans le Barzaz Brace, mais aussi dans The Lay of Urtu and Ditron, mais également dans les 2 versions de The Corrigan écrites par Tolkien. Tout d'abord au niveau des lieux. Bon, évidemment, on se doute que nos seigneurs et nos dames n'habitent pas une petite bicoque de rien du tout. Comme on est sur des récits qui se passent au Moyen-Âge, on sera plutôt sur des châteaux, et en plus on parle de tours et de cours. Ensuite, notre Outru se rend à chaque fois dans une forêt. Dans le lait de Tolkien, il est clairement dit qu'il s'agit de la forêt de Brocéliande. Dans tous les cas, il s'agit d'un lieu magique accueillant toutes sortes de créatures fantastiques inspirées des légendes bretonnes. Le bois est le lieu de tous les possibles, où le seigneur trouvera ce qu'il est venu chercher, mais pas à n'importe quel prix. Ensuite, il est quasiment systématiquement question d'une fontaine, gardée par la Corrigan. Pour moi, cette fontaine est le symbole de la fertilité, de l'abondance, du contentement que recherche notre Seigneur. Et puis évidemment, aussi au niveau des enfants, il est question de jumeaux, d'un garçon et d'une fille. L'idée d'avoir un héritier est essentielle dans la décision qui portera notre Outru à sa propre fin. Et puisqu'on en parle, on n'est clairement pas sur une description où la femme semble avoir son mot à dire, ni sur la naissance ou encore sur le désir de ses enfants. Elle ne compte que comme mère et qu'en tant qu'épouse. Sa vie ne semble d'ailleurs avoir si peu de valeur qu'elle ne survivra pas à la mort de son époux. Elle n'existe en rien en tant que femme ou encore en tant qu'être humain à part entière. Et puis aussi, à chaque fois, on infantilise cette femme en lui cachant ce qui se trame concernant son mari, selon son souhait à lui, et on daigne la prévenir de la mort de son époux uniquement une fois qu'il est trop tard. Mais aussi, on retrouve le flot de questions de la dame aux personnes vivant avec elle, dont sa belle-mère. C'est d'ailleurs elle qui sera chargée de s'occuper des descendants et donc de l'héritier. La religion a dans chaque poème un rôle majeur, car Neutru s'en remet toujours à cet espoir que malgré la malédiction de la Corrigan, son Dieu le sauvera. C'est aussi le cas lorsque la dame demande quelle couleur est-ce qu'il faut porter à l'église maintenant, et c'est sous cette coupe qu'elle apprendra la mort de son mari, par le noir synonyme de deuil qu'elle ne pourra affronter. Et puis pour finir, à chaque fin, l'union ultime des époux se fait dans la mort puisqu'ils sont enterrés ensemble à quelques heures d'intervalle. Pour conclure cette vidéo sur les poèmes bretons de Tolkien, nous avons pu voir les liens très resserrés entre les différentes œuvres, qu'elles aient été publiées dans le Barzaz Brace ou encore écrites de la main de Tolkien. On peut voir l'évolution entre ces écrits complémentaires, de la Duers au lait. Bon, la frontière est quand même bien mince, il faut le reconnaître, ou encore du conte populaire à la tragédie. Tolkien pensait qu'une langue décrit précisément le monde dans lequel elle évolue, et en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît sur les mythes et les légendes créées dans cette langue. Et un dernier petit mot à tous les détracteurs du breton. À votre avis, est-ce qu'un écrivain et un linguiste, aussi reconnu que Tolkien, se serait aussi fortement inspiré du récit populaire de Bretagne, et écrit donc en breton, si cette langue avait eu aussi peu de valeur
que ce que certains d'entre vous semblent penser. Une langue avec une littérature si riche et si singulière devrait avoir la chance d'être étudiée à l'école par tous les enfants de ce pays et de contrées bien plus lointaines encore. Je vous laisse donc méditer là-dessus, je vous fais des beaux cueils et je vous dis, Idem dich Traum!